Dans la peau d'une designer stratégique. Épisode 3. Et donc certains se sont dit je peux être moi-même quoi. Et il n'y en a pas eu 10 000 qui m'ont dit ça, mais les quelques-uns qui m'ont dit, ça m'a marqué parce que c'est ce que je veux faire ressortir dans les projets. Justement, en général, au début d'année, j'ai essayé de faire en sorte que les équipes soient pluricompétences, voire pluriprofils. Donc j'ai pu essayer d'utiliser les techniques du chapeau de Bono. Donc c'est 6 chapeaux. Il y a le chapeau neutre, le chapeau positif, le chapeau négatif, le chapeau factuel, si je dis pas de bêtises, le chapeau créatif, et il va m'en manquer un. Mais en gros, voilà, c'est une posture à avoir. Normalement, c'est un exercice à utiliser dans un brainstorm pour challenger une idée. Et chacun va donner un peu son point de vue avec cette casquette-là. Est-ce que ce sera une personne qui portera un chapeau ou chaque chapeau Ça peut tourner, mais en tout cas, à l'instant T, j'ai un chapeau, je représente seulement ce chapeau. D'accord, voilà. Okay. Et ce qui fait que, pour l'illustrer, j'aime beaucoup cet exemple, c'est le positif va dire qu'on peut voler, mais le négatif va dire ouais, mais si on chute, et donc il y a le parachute. Okay, c'est vraiment dans le rebond entre les différents profils où il y a quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé l'utiliser en école pour dire ok, il me faut des équipes complémentaires. Arrêtez de tous vouloir faire la même chose, c'est débile. Dans la vraie vie, ça ne se fera pas. Il y a une répartition des tâches par rapport au kiff de chacun, la personnalité et les compétences. C'est un ensemble. Exact. Et donc j'ai essayé de leur inculquer ça pour qu'ils s'en rendent compte assez tôt, même si à l'école, voilà, même si on est en études sup, on est toujours à vouloir quand même rester avec ses copains plus qu'autre chose, même si on sait tous que le projet avec les copains, c'est pas toujours la meilleure des idées. Mais sûr. voilà. Oui. Donc formation auprès d'étudiants, donc c'était chouette. Mais c'était aussi marrant de voir les différentes postures, les différentes façons et la technicité aussi pédagogique. Bon, je suis pas pédagogue de formation, hein, mais la technicité pédagogique pour faire comprendre une méthode qui est aussi dans la posture, parce que j'étais pas sur les aspects techniques justement du design, de comment faire une affiche. J'étais sur l'aspect vraiment postural, de réflexion, de process, méthodo, et qui demande pour certains profils un énorme pas de côté. Et quand on est en salle de classe assez traditionnelle, que c'est un créneau d'1h30 par semaine, c'est leur faire ce pas de côté, c'est parfois compliqué, quoi. Et puis je leur ai mis quand même des projets assez ambitieux. Ils devaient entre autres animer un atelier d'intelligence collective, mais parce que je leur demandais pas, certains ont pu me détester, je leur demande pas de trouver l'idée eux, je leur demandais de créer la recherche, etc. pour après animer un atelier de créativité. Donc certains m'ont prise pour une folle en disant tu veux qu'on crée un projet, mais c'est pas nous qui venons avec l'idée, enfin bref. Ce qui fait que, mais au moins ils ont pu avoir testé cette posture de facilitateur, même si c'était plus ou moins bien fait, parce que certains, je le voyais dans les rendus, certains utilisaient l'atelier de créativité un peu comme un atelier de test utilisateur, c'est-à-dire qu'ils venaient avec leur idée et ils demandaient les retours des personnes sur leur idée. Au moins ils ont eu appris une posture, développé. Mais certains, justement, ont compris et ont fait des vrais ateliers de créativité avec différents temps. Donc, ouais, non, c'était. Là, on parle de personnes qui avaient la vingtaine passée. C'était c'est ça, ils sont en master. En marketing, vraiment dans un truc déjà très professionnel, on va dire. C'est ça. D'accord. Donc voilà, donc ça j'ai pu le faire avec eux. T'as fait ça, t'étais en France ou t'étais en France? T'étais en France. Et justement je l'ai fait jusqu'au confinement, puisque mes derniers cours étaient en ligne. C'était compliqué ça. C'est toujours compliqué. S'assurer qu'ils ne sont pas tous en train de dormir ou en train de faire totalement autre chose. Ils ont juste ils se sont connectés, ils se sont barrés. Tu peux pas. Donc on parle, on essaie de créer des exercices interactifs, mais est-ce que je suis seule sur cette visio? Voilà. Là, il faudrait que tu aies pas de chaque personne qui est censée être là à chaque fois pour qu'elle te réponde à un moment T. C'est ça, gros temps de remise en question à ce moment-là. Mais ça a été fait, et puis après je savais que je partais à La Réunion, donc je n'ai pas enchaîné sur la rentrée suivante. Mais c'était bien chouette, donc ça a duré environ 3 ans, mine de rien, un truc comme ça. Quand même, ouais. J'ai dû faire 3 années. Dans la même école? Ouais. Toujours pour le même niveau. Après, j'ai pris aussi, ils se sont développés, donc il y avait le MBA français, le MBA international, donc en anglais. D'accord. Donc je faisais les deux. Ce qui a été assez sympa d'ailleurs comme anecdote, c'est que pendant
on n'était plus en confinement, mais en semi-confinement, donc ils ne devaient pas être tous dans la même salle. Enfin, voilà, ils devaient être divisés en 2 salles pour, je ne sais plus quoi, les ratios, je ne sais plus les termes. Mais donc, ce qui fait que moi, j'enchaînais 2 cours d'affilée. Au final, j'enchaînais 4 mêmes séances parce que il fallait que j'explique le brief ou la séance dans une classe, puis après dans l'autre salle pour la même classe. Donc je le faisais 2 fois comme ça en interposé. Après avec les exercices conséquences pour qu'ils soient occupés pendant que les autres, enfin bref. Et puis après, rebelote. Sauf qu'on passait du français à l'anglais ou inversement. Donc voilà, au moins j'ai bien pu maîtriser mes cours à ce moment-là. Ouais, c'est sûr. Voilà, joyeuse période du Covid. Là, je pense que le gouvernement il aurait eu besoin d'un designer stratégique pour mettre en place. Ça oui, je pense que... De toute façon, il y a justement un conseil national du design qui se met en place depuis au moins 2 ans. Ah bon, carrément? Oui, mais c'est compliqué parce que on n'a pas eu de nouvelles en tant que designer depuis longtemps, on en cherche et là ils ont commencé à sortir des choses, mais en fait les rumeurs sont que les membres de ce conseil national sont des professionnels qui ont leur vie et leur rôle au conseil national n'est pas rémunéré ou très chichement. Donc quand on évidemment priorise nos actions, etc., qu'on a plein de choses à faire, c'est peu motivant. On peut comprendre qu'en 2 ans, et puis il y a tellement de choses à faire aussi, ils ont peut-être fait de la recherche, donc je ne veux pas être mauvaise langue, mais j'espère que ça avance parce que justement à l'échelle nationale, on sait déjà, d'ores et déjà par exemple, et normalement en haute sphère ils le savent, qu'il n'y a pas de code de NAF ou APE pour le designer. Ça veut dire qu'administrativement la fonction de designer n'existe pas. Activité spécialisée design. Donc nous ne sommes qu'un truc divers. C'est vague. Oui voilà. Donc on est soit côté artiste plasticien, droit d'auteur, soit on est côté entrepreneur, conseil. Enfin voilà, il y a un flou artistique et ils sont au courant et voilà. Le flou artistique continue. On est toujours dans le flou. Ce qui montre bien qu'à l'échelle nationale, haute sphère, le design est un peu encore mis de côté. D'accord. De toute façon, par le design et le côté transdisciplinaire, on sait qu'on peut venir avec des idées et si on n'a pas les compétences pour les aboutir, on sait aller chercher ces compétences tierces. Donc, c'est même pas forcément l'envie de se dire qu'on sait tout faire, c'est qu'on peut tout faire parce qu'on sait se faire accompagner pour compléter l'équipe, quoi. Après, design stratégique, en fait, pour moi, c'est le côté poupée russe. C'est dans la petite poupée, mais qui est concrète, qui est visuelle. On a tout ce qui va être design de produit, design d'interface, design print, etc. Où il y a vraiment un truc tangible qui va sortir. Ensuite, au-delà de ça, on va avoir tout ce qui va être UX ou design de service qui va créer une histoire à partir de tous ces points clés, tous ces moments clés. Et encore au-dessus, on a le design stratégique qui va avoir cette histoire en tête, donc tous ces points clés, ces interactions, avec les autres stratégies, avec les autres univers du business ou de l'entité. Donc ça se remet vraiment dans un tout et à échanger avec les gens de même niveau, sur côté ingénierie, sur côté machin, qui vont pouvoir eux redistiller dans la même logique de de vision plus ou moins macro, micro, quoi. Une sorte de lien en fait entre tous les axes. C'est ça. C'est, on va dire, l'espèce de point central sur lequel en fait il va y avoir des distributions et des échanges un peu partout. C'est ça. Sur tous les axes du design quasiment, ou même à la rigueur de tout autre aspect dans une entreprise. C'est ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vraiment des... profond, en fait. Comme tout, mais en tout cas dans les différences qu'on peut avoir avec, je vais prendre un métier de design qui est assez connu, c'est le graphisme. Bon, connu plus ou moins, mais en tout cas un graphiste, en général dans le stéréotype, dans l'archétype du graphiste, il a cette vision globale des messages, de comment on va être compris, toute la sémiologie, etc. de ce qu'il fait. Donc il y a une connaissance utilisateur et des comportements très fortes. Il ne fait pas juste un truc joli. Il fait cette affiche qui a du sens, mais en général, ils sont dans leur univers, dans leur connaissance, etc. Je le vois quand je parle stratégie et je parle vraiment stratégie, si je parle KPI, enfin tout le jargon stratégie, le graphiste, il va pas suivre, parce que lui, il a son jargon technique à lui, qu'on va retrouver beaucoup plus sur les logiciels, sur les techniques d'impression, le calibrage, etc. Où moi, c'est une nuance que j'ai pas. Par contre, avec mon vocabulaire à moi, j'ai des passerelles avec des stratégies côté business
quelqu'un qui va avoir une vision plus ingénieure et on va pouvoir communiquer là-dessus. Et donc, je vais pouvoir être la traductrice entre les designers qui vont être plutôt côté production et faire les visuels et les services, etc. Et donc traduire leur langage vers le langage des autres et inversement. Donc je suis un peu plus porteuse de la vision des designers à la table de gens qui ne connaissent pas. Mais il faut un langage particulier pour leur parler, il faut qu'on parle de chiffres, il faut qu'on parle de faits, il faut qu'on parle de rentabilité. Enfin voilà, il y a tout un univers qu'il faut aborder pour rester, qu'on ait la même discussion et qui peut être hyper relou pour certains designers, et un designer stratégique qui va pouvoir les appeler, enfin appeler ces champs lexicaux, comme après il va pouvoir retraduire la connaissance ou les besoins apportés des autres univers dans un projet concret de designer, soit côté service, soit côté produit, etc. D'accord. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant en fait. C'est sûr que c'est pas évident à mon avis, dans le sens où c'est vraiment une grosse charge de pouvoir se dispatcher un petit peu comme ça partout. Mais c'est hyper intéressant, je trouve. Ah, pour moi, moi j'adore justement le côté où on est... Il y a plein de personnes, il y a plein de profils différents, on change sans cesse de langue. Et je pense qu'on est plus sur des profils multicompétents. Oui. Moi, je considère que je suis experte en rien. Je ne vais jamais jusqu'au bout de l'expertise, comme avec mon parcours en graphisme. Par contre, je pense, j'ai jamais eu de test, donc peut-être que c'est que de l'arrogance, mais je pense être multicompétente parce que je capte vite les expertises des autres. Oui. Et ce qui fait que voilà, et ce qui fait que je peux jongler, qu'on peut avoir une discussion commune et que je peux adapter mon langage et changer de rôle assez vite. Donc, il est dit que pour les multicompétents, on a souvent le syndrome de l'imposteur parce que justement, on est entre guillemets sur tous les fronts et en même temps, on fait rien. Entre guillemets, parce que justement, je suis pas celle qui produit à la fin. Ouais, mais au final, non. Au final, non. Voilà. En fait, c'est comment c'est comme, on va dire, la personne qu'on voit pas, mais qui pourtant, en fait, on va dire entre guillemets, on prête pas forcément attention à la charge qu'elle a et de tout ce qu'elle fait, alors qu'au final, c'est le chef d'orchestre. Voilà. C'est un peu ça, c'est un peu. Ça, voilà. on participe à huiler le mécanisme. Ça. Je veux dire, en fait, au final, t'es pas forcément là, justement, pour je veux dire, à chaque étape, ou alors pour faire aboutir le projet. Enfin, je veux dire, si, pour le faire aboutir lui, mais au moyen des autres. Et c'est ça qui est top. Le directeur artistique, il est là et il vient annoncer un petit peu ce qui va se passer et il a son équipe qui est là et c'est eux qui vont bosser dessus. Mais c'est pas son rôle, lui, de bosser sur le truc en soi. Lui, c'est justement de voir comment les choses vont se mettre en place pour justement répondre à la problématique. Ouais. Et toi, c'est ce que tu as, mais encore à un autre niveau, quoi. Et puis, c'est ce que tu fais, je veux dire, à un autre niveau. Je pense qu'un directeur artistique ou créatif doit avoir aussi ça. Je considère, ou en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, pas me cantonner aux méthodes qui existent. Alors il y a évidemment de la veille, moi je fais de la veille aussi plus par l'expérimentation, le côté pratique, et parfois quand je fais de la vraie veille, je me dis voilà, ce que j'ai fait c'est pas n'importe quoi, il y a des recherches. Voilà. Mais il faut toujours se dire, aller dans les prochains exercices, dans les prochaines méthodologies, dans les prochains domaines d'application, en essayant pour justement apporter la nouvelle brique. Parce que normalement, une stratégie, elle est actuelle, elle correspond au monde contemporain, voire au monde de demain, parce qu'il faut préparer le monde de demain. En fait, il faut anticiper aussi. C'est ça. Et donc, il faut toujours être dans cette anticipation, et ce qui fait qu'il ne faut pas qu'on se repose que sur les acquis. C'est pour ça que pour moi, il y a le nom des méthodes, le nom des approches, c'est très bien. Mais ce qui est important, c'est l'objectif final, parce qu'après, on peut combiner énormément d'univers. J'ai commencé un peu sur mon temps libre à commencer une formation d'art-thérapie où il y a justement des exercices pour être des exercices par l'art, donc soit visuel, soit théâtral, etc., pour être déclencheur de parole. Et en fait, je me dis, mais au final, j'ai un peu fait de ça dans des exercices de créativité ou dans des exercices d'intelligence collective. Parce que par instant, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ça se fait. Là, j'ai compris pourquoi ça se fait. Art-thérapie, ok, est-ce qu'on pourrait aller creuser, aller plus loin dans ce genre de choses? Pourquoi? Et donc, il y a vraiment une métacognition qui doit se faire sur toutes les méthodes pour aller dans la recherche de performance de la méthode, ou qu'elle soit globale ou que ça soit sur une des facettes de la méthode, un des outils ou une des étapes. D'accord. Donc, ça va chercher partout, quoi. En tout cas, moi, c'est mon point de vue personnel il faut combiner, surtout quand on est dans le design,
Enfin après, je fais une parenthèse en anecdote parce que quand j'ai vu mes différentes lettres de motivation pour les différentes écoles, même si c'était en design, en marketing ou en prépa d'art, en fait à chaque fois il y avait ça, il y avait le côté j'aime la trace que ça laisse qui représente la société. Que ce soit l'art, que ce soit les pubs, enfin voilà, il y avait toujours ce côté aspect compréhension de la société. Et un designer, c'est clairement son rôle de comprendre la société d'aujourd'hui ou comme on disait, d'anticiper la société de demain. Et la société, c'est un tout où il se passe plein de choses. Exactement. Il y a plein d'aspects. Il y a des personnes qui vont adorer le monde théâtral. Il y a des choses des choses plus pragmatiques. Et puis parfois les deux vont de pair. Enfin, moi, j'ai eu un déclic quand j'ai découvert Donjons et Dragons. Je pensais pas que c'était mon truc parce que c'est tellement catégorisé pour un genre de personnes, tu parles etc. Du jeu, là. Ouais. Okay. Le jeu avec les dés, là, tout ça, le truc de jeu de rôle. Ouais, je l'ai fait avec des copains. Bon, on n'avait pas les déguisements, mais on a fait en mode jeu de rôle. Et je me suis laissée porter. Alors, il est hyper représentatif de justement toute cette interconnexion entre les choses et les gens. Il peut être hyper organisé de façon mateuse, avec les dés qui décident, et c'est vraiment les règles de base impliquées, ou il peut être vu de côté plus théâtral, improvisation, incarnation des personnages. Donc il y a déjà deux facettes du jeu, et en plus il y a toute l'organisation, la préparation amont. Excuse-moi, ce que je suis en train de me dire là, elle était en train de jouer et elle était là en train de calculer. Ah non, moi je calculais pas. Non, mais pas ça. Enfin, je veux dire dans le sens où tu étais en train d'analyser le jeu en profondeur. Voilà ce que je veux dire quand tu calculais. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou. Je pense que ce jeu, il a été travaillé par des génies parce que la manière dont un personnage est construit aussi, on a une espèce de boussole de la moralité pour voir, mais ça ne veut pas dire qu'on est gentil ou méchant, ça veut dire qu'il y a un axe de réflexion du personnage qui va se calibrer sur des archétypes où on peut être plusieurs, et en final, c'est ce qu'on a en développement personnel, c'est ce qu'on retrouve dans des outils design pour comprendre les utilisateurs finaux, parce qu'on ne va pas juste le catégoriser dans un archétype, on va lui donner plus de corps, et donc c'est ce qu'on a dans Donjons et Dragons pour être plus dans la finesse. Et là, on a le domaine ludique, on a le côté théâtre, on a le côté dé, et puis les règles, le côté très droit, pragmatique, et on a tout. Et en fait, c'est ça qui fait que depuis qu'il existe, il a un nombre d'adeptes passionnés. J'ai connu sa gosse, moi. En fait, c'est complet, c'est représentatif du côté organique de la société. Et en tant que designer stratégique, on doit être dans ce côté organique de la société pour aboutir à des choses qui paraissent, je dirais pas que ça paraisse simple Donjons et Dragons, parce qu'elle est quand même bien s'accrocher pour les règles au début, mais en tout cas ça paraît léger, et puis on a envie d'y rentrer. D'accord. Parce qu'il y a ce côté organique qui est naturel chez nous, qui va tout mélanger. Si on n'est que mono-média, mono-format, mono-expertise, c'est pas naturel. Ça peut être un kiff au départ, mais sur la longue durée, on ne tient pas. D'accord. Voilà. Je me suis un peu emballée parce que c'est mes convictions. Non, mais c'est très bien d'en parler. Je te dis franchement, au contraire. Non, mais c'est bien parce que moi, ça me permet de voir un petit peu jusqu'à quel point, en fait, tu pousses la réflexion sur des choses qui peuvent paraître, on va dire, je vais pas dire, quel mot je pourrais utiliser, parce que bon, Donjons et Dragons, c'est un jeu. Je veux dire, ça parle pas à tout le monde, mais pourtant, le fait d'avoir pu, on va dire, analyser, je veux dire, le jeu de cette façon-là et de comprendre certains principes, ça montre un petit peu, on va dire, les spectacles, justement. Enfin, voilà quoi, comment tu déclenches les choses.